il faut savoir que les mobilités, c'est un axe assez divers. Quand on parle de mobilité, on pense plutôt au transport, on pense déplacement. Or, il y a d'autres façons d'envisager les mobilités, et notamment le CCAS, c'est aller vers la diversité des publics. Alors, il y a le aller vers pour rompre l'isolement, pour aller vers les publics. Il y a le maillage territorial des services du CCAS qui va à la rencontre des publics, qui correspond à leur attente et à leurs besoins. Il y a aussi agir sur l'accessibilité, s'appuyer sur un groupe d'experts d'usage également, ce qui est très très important. Également proposer au public des actions culturelles, des animations sportives pour les sortir de l'isolement. Et c'est toujours avec le faire avec. C'est-à-dire que le CCAS intervient avec des services de la ville, de GBM, les partenaires institutionnels et surtout nos partenaires associatifs. Et ce matin, justement, avant l'indissociable, nous avons rencontré nos partenaires associatifs puisqu'ils ont contribué à la rédaction et à l'élaboration du projet social qui est la véritable feuille de route politique du CCAS puisqu'elle s'est faite de façon participative. L'action sociale et la mobilité, c'est intimement lié puisque quand on aménage la ville, lorsqu'on fait plus de place pour les piétons, pour les cyclistes, lorsqu'on favorise les transports en commun, quelque part, on prend en compte les plus vulnérables qui sont aussi les premières victimes du changement climatique. Et donc vraiment, quand on pose des questions de mobilité, on pose toujours les questions de l'action sociale. Et lorsque, en effet, on crée un aménagement nouveau pour les cyclistes ou pour les piétons, eh bien on a des co-bénéfices sociaux énormes puisque c'est vraiment positif pour tout le monde. J'aurais envie de poser une première question à Madame la vice-présidente, Madame Vanlin, pour nous expliquer un petit peu, puisqu'il est question d'innovation cet après-midi, comment être innovant consiste à mettre finalement les services à la portée des usagers. Merci Monsieur Soukaros, bonjour à toutes et tous. Alors effectivement, la mobilité, comme le disait Madame la maire dans son discours introductif, c'est à prendre au sens large. Ce n'est pas uniquement la mobilité, les voitures, les vélos qui sont très très importants, mais c'est aussi pour nous, le CCAS, une dimension sociale et un enjeu social au cœur de nos missions. Pourquoi ? Parce que la mobilité au CCAS, c'est l'aller vers ces publics qui sont divers, les publics les plus vulnérables, les publics handicapés, les publics précaires. Et l'aller vers, ce sont des services comme le service du SAS, le service d'accueil social, rue Champron, c'est le service du logement accompagné qui conduit les personnes de la rue à un logement pérenne. Et puis c'est aussi tout le maillage territorial que nous avons au niveau du CCAS qui passe par les antennes sociales de quartier, par l'établissement France Service, par le SAS bien entendu et par la maison des seniors. Pourquoi ? Parce que ce maillage territorial, il est calé aux difficultés de déplacement des personnes. C'est-à-dire qu'à chaque fois, les services du CCAS sont proches des publics en difficulté. Donc ça, il faut savoir que c'est calé près des publics dits éloignés ou empêchés, avec lesquels il faut travailler et qu'il faut réinsérer socialement parlant. C'est maintenir également l'aller vers, c'est maintenir l'autonomie physique et sociale de nos publics, c'est-à-dire la lutte contre l'isolement, en leur permettant justement de les rendre plus autonomes, en leur proposant également d'accéder à certains services et à certaines activités, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient sportives. Donc nous avons, par exemple, des personnes, des animateurs, des travailleurs sociaux qui vont à domicile et qui vont proposer des activités. La maison des seniors, qui par son réseau prévenance, par ses bénévoles, que je salue d'ailleurs, sont très actifs, téléphonent pour ne pas rompre le lien social. Il y a des sorties. Tout ça, c'est de l'aller vers. Ce n'est pas uniquement la mobilité au travers de véhicules, mais c'est aller vers ces publics. Et c'est le sens
du travail du CCAS. C'est aussi agir sur l'accessibilité, puisque le CCAS est coordonnateur de ce qu'on appelle le CIA, c'est la Commission intercommunale d'accessibilité, avec tout son réseau d'experts d'usage, qui sont vraiment des personnes qui renseignent et qui sont à l'initiative et en amont de tous les gros projets structurants de la ville, comme par exemple le site Saint-Jacques actuellement. Les experts d'usage sont consultés avant tout projet. Donc ça, c'est une avancée considérable. Et il faut dire que c'est quelque chose d'innovant parce que je crois que nous sommes les seuls en France à avoir ce réseau si bien structuré. C'est aussi s'appuyer, comme je l'ai dit, sur l'expertise d'usage, mais aussi la participation citoyenne. C'est-à-dire que au cours du mandat, et pour la première fois, nous avons, au niveau du CCAS, construit notre projet social de façon participative, c'est-à-dire que nous allons au plus près des besoins des citoyens. Nous faisons remonter, justement, par que ce soit les productions de l'Assemblée des sages, par les ateliers citoyens, mais aussi par notre réseau associatif, nous allons chercher l'information au plus près du terrain. Nous allons encore vers toute la démarche du CCAS, que ce soit au niveau de l'autonomie, au niveau de l'accessibilité, au niveau de la construction des dispositifs, nous allons vers, toujours. C'est ça le sens que je voulais dire. Voilà, déjà, cela nous permet d'identifier un premier enjeu qui est cette logique du aller vers, oui, qui est illustrée par, je dirais, la motivation, la mobilisation des services du CCAS. Mais est-ce que vous pouvez nous parler de l'aspect du faire avec, puisque le CCAS seul ne peut rien faire, et pour être plus près du terrain, de la proximité, des enjeux, des besoins en termes de mobilité et d'enjeux d'action sociale. Voilà. Avec qui et comment on mobilise ce faire avec ? Alors, se faire avec, effectivement, le CCAS agit, mais toujours en subsidiarité. C'est-à-dire que là où il y a un savoir-faire sur le territoire, le CCAS n'intervient pas. Il coordonne les choses. Quand il y a un vide, il fait. Et ce travail du faire avec se fait avec les services de la ville, avec les services de Grand Besançon Métropole, mais aussi avec nos partenaires institutionnels, bien sûr, avec qui nous discutons toujours, mais aussi, surtout, nos partenaires associatifs. Parce que le réseau associatif est riche et a ce ressenti de terrain que d'ailleurs nous concrétisons nous aussi avec notre analyse des besoins sociaux, toujours le ressenti du terrain. Et les associations qui interviennent sur le terrain font remonter les besoins du territoire. Et le CCAS donc travaille en symbiose avec ces associations. Et ce matin même, puisque comme je vous le disais, le projet social, donc la feuille de route politique du CCAS pour la durée du mandat a été co-construite avec notamment les associations, et bien depuis 3 ans, la matinée de l'indissociable leur est consacrée, c'est-à-dire qu'on les informe de l'avancée du projet social, où on en est, quels sont les projets structurants, et on leur donne la parole surtout. On les associe absolument à tout. Le faire avec, c'est ça. Et le CCAS ne fait que ça. Avec nos associations d'aide alimentaire, nous collaborons, nous les réunissons chaque trimestre pour savoir ce qu'il en est, pour savoir comment nous orienter, comment aider. Nous sommes toujours dans le faire avec et en totale subsidiarité. Voilà un petit peu. Et nous devons nous adapter à toutes les transitions qui nous arrivent, que ce soit la transition climatique, que ce soit la transition démographique avec l'arrivée de nos seniors, et notamment avec ce projet de nouvelle construction de résidences autonomie. Ça se fait avec l'Assemblée des sages, ça se fait avec les citoyens via la plateforme des ateliers citoyens sur le site de la ville de Besançon. Donc nous sommes dans le faire avec et l'aller vers. Voilà ce que je voulais vous dire au niveau du CCAS dans tout ce cadre de mobilité. Merci Sylvie pour cet éclairage sur à la fois le aller vers, se faire avec. Et on doit bien sûr se mettre au cœur de la question des mobilités, les différentes transitions auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Alors transition majeure, bien sûr, on pensera à transition climatique,
transition énergétique, transition démographique, transition numérique, et qui exige finalement d'être innovant, vraiment de faire évoluer, de nous adapter en permanence. Donc, une question, je vais adresser à Anthony Poulain, finalement, comment ces enjeux de transition à divers niveaux peuvent nous aider à innover et finalement à toujours nous adapter, à aller plus loin en matière de mobilité. Oui, bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, merci de m'avoir invité à ce temps. Je suis particulièrement honoré d'échanger avec Marie et Sylvie, puisqu'on travaille vraiment quotidiennement sur ces sujets, parce que je pense que déjà, la première réponse que je voudrais faire à votre question, c'est qu'en matière de mobilité, comme en matière de l'ensemble des enjeux de transition, il ne peut y avoir de réponse juste que si elle mêle à tout point la question environnementale, sociale et économique. Ça peut paraître un peu basique de le dire de cette manière-là, mais il me semble que c'est aussi, et je le note, ce vers quoi tend le CCAS dans le nouveau projet social qui intègre pleinement la dimension des objectifs de développement durable, et l'ensemble des enjeux sociaux sont des objectifs cibles à atteindre en matière de développement durable. Et ça me semble particulièrement important, et que ce soit quand on agit dans un domaine comme celui de la mobilité, il faut toujours se poser la question des co-bénéfices sociaux qui arrivent avec la façon d'agir en matière de mobilité. Je vais prendre un exemple. Lorsqu'on permet de faire plus de place dans les rues pour les cyclistes, les piétons ou tout type d'usage, eh bien ça favorise l'ensemble des populations, ça permet de trouver une solution pour les plus vulnérables, et lorsqu'on agit et qu'on aménage la ville pour les plus vulnérables, on agit et on aménage pour toutes et tous. Et je pense que c'est cette mention-là qu'il faut garder tout le temps en tête. Parfois, les débats sur la mobilité ou sur les transitions peuvent être un peu caricaturé ou galvaudé, comme quoi il ne concernerait qu'une catégorie de la population, alors que précisément les questions et les réponses qu'on essaye d'apporter, la maire parlait d'une ville des solutions, les solutions qu'on apporte collectivement intègrent systématiquement l'ensemble des populations et en particulier les plus vulnérables. Pourquoi ? Parce que toutes les études le montrent, les plus vulnérables sont les premières victimes du changement climatique en particulier, mais de l'ensemble des pollutions. Il suffit de regarder là où sont générées les pollutions sur nos territoires et de voir là où habitent les populations les plus vulnérables. Et vous comprendrez tout de suite que si nous apaisons les rues, si nous permettons qu'elles soient moins polluées, eh bien, ça favorise la santé et la meilleure qualité de vie des populations qui habitent le long des axes les plus circulants. Par exemple, c'est un exemple parmi d'autres, mais c'est dans cette philosophie-là, en tout cas, qu'on inscrit notre action et la responsabilité que j'ai, qui est à la fois sur la question de coordonner ces actions de résilience territoriale, de développement durable, mais aussi de finances, c'est-à-dire que nous avons fait le choix de lier les questions budgétaires aux questions de transition, nous amène constamment à nous poser la question. Et lorsqu'on fait cette année de la priorité budgétaire, le budget du CCAS en l'augmentant d'1 million d'euros, eh bien c'est aussi parce que l'on sait qu'en apportant des réponses à cet endroit-là, c'est l'ensemble de la mille qu'on met en dynamique. Voilà, vous venez d'aborder justement cette question des moyens budgétaires, financiers qui sont importants. Et on le sait, qui sont soumis aujourd'hui à une contrainte forte. Il est parfois difficile de trouver les bons équilibres. Et bien souvent, dans des projets structurants de mobilité, les moyens à mobiliser sont très importants en termes budgétaires. Qu'est-ce qui guide finalement votre action et comment finalement trouver ce bon équilibre pour faire évoluer à la fois mobilité tout en trouvant cet équilibre budgétaire? Alors c'est un exercice périlleux, mais on est tous amenés à le faire. Aujourd'hui, même dans nos budgets à l'échelle individuelle, on est tous amenés à faire un certain nombre de choix en intégrant ce que l'on souhaite, ce que l'on veut et ce que l'on peut faire. Mais dans la dimension que nous avons souhaité faire, nous interrogeons souvent quel est votre grand projet ? Quelle est la chose qui va rayonner et qui fera qu'on parle de notre ville ? Eh bien, le grand projet de notre équipe,
c'est d'améliorer la vie quotidienne des Bisontines et des Bisontins. Ça peut paraître là aussi assez basique de le dire, mais en réalité c'est presque un changement de paradigme. C'est-à-dire qu'au clinquant, aux paillettes, on préfère l'action concrète et les solutions. Et cela, ça se passe notamment lorsqu'on rénove nos écoles et qu'on en fait notre principal investissement. Ce n'est pas ce qui se voit forcément le plus, ce n'est pas ça qui va faire la une des journaux, et pourtant c'est extrêmement utile au quotidien pour toutes les Bisontines et tous les Bisontins. Et c'est pareil en matière de mobilité. Lorsqu'on crée une ligne de bus, lorsqu'on permet de commander des nouveaux vélos à assistance électrique, tout ça Marie pourra détailler, mais plus globalement lorsqu'on apaise la ville, eh bien, on permet de trouver un cadre plus agréable pour tout le monde et ça permet et ça rend attractif aussi la ville. Et en matière de coûts, oui, parfois, les solutions peuvent paraître un peu plus chères. Je dis paraître parce que ce n'est pas toujours en réalité le cas. Et si on regarde au niveau, différents rapports sont sortis, un rapport récent au niveau mondial indiquait que le coût de l'inaction climatique est d'environ, si nous n'agissons pas, ça nous coûtera dans 10, 15, 20 ans 5 à 20% du PIB mondial actuel. Par contre, si on agit immédiatement, ça nous coûte l'équivalent d'1% du PIB actuel. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a nécessité aujourd'hui d'investir dans ce fameux, certains l'appellent comme ça, mur de l'investissement en matière de transition écologique. Il est nécessaire parfois de mobiliser, notamment en matière d'investissement, des financements. Cela passe par parfois de l'emprunt pour permettre de réaliser des opérations, pour nous permettre demain de ne pas avoir à mener d'autres dépenses. C'est ce qu'on a vécu en matière de sobriété. Lorsqu'on mène une politique de sobriété parce qu'on a fait les bons investissements, eh bien, c'est quand même une facture énergétique de la ville qui est moindre puisqu'on économise quasiment 9 000 € d'énergie par jour à la ville de Besançon. Mais finalement, puisqu'on est en train de parler de social, c'est ce que vous faites au quotidien, les acteurs sociaux. Quand vous êtes sur le prévenir plutôt que guérir, eh bien, c'est ce principe-là que nous souhaitons également et que nous mettons en place dans nos politiques publiques, puisque finalement, on a parfois tendance à penser que c'est en montrant qu'on est fort, qu'on investit fortement, qu'on répète partout qu'on est les plus beaux, les plus forts, qu'on va réussir à faire. Moi, ma grand-mère disait quelque chose, elle disait des épreuves, tu vas te sortir renforcé, etc. Oui, la raison, mais cette force-là, en ayant vécu un peu, et d'autres pourraient témoigner comme ça, elle se fonde aussi en ayant la propre conscience de ses propres vulnérabilités. Moi, je suis pour qu'on réhabilite la question des fragilités et des vulnérabilités. Ce que je veux dire par là, c'est que si on identifie les endroits où ça va, où on est les plus forts, il faut aussi identifier les endroits où on est un peu moins fort et d'en faire des forces. Et je pense par exemple que notre territoire, en matière de mobilité, on a un centre-ville exigu. Eh bien parfois ça peut être vu comme une vulnérabilité qui fait qu'on ne peut pas mettre tous les modes côte à côte de manière séparée. Mais ça peut être une véritable force lorsqu'on décide de partager cet espace public. Et le partage de l'espace public, pour moi, est l'une des clés fondamentales, puisque c'est la même chose quand on est dans la société. Lorsqu'on s'intéresse à celui qui en a le plus besoin, eh bien finalement, on fait une ville qui s'adapte à tout le monde. Alors là, vous citez quelque part les exemples qui se mettent en œuvre ici, au niveau de Besançon. Alors ça nous invite à suivre cet après-midi d'autres tables rondes, justement, qui vont suivre celle-là, pour justement avoir des illustrations comme quoi on peut, effectivement, je dirais, à partir des moyens qui sont présents, des contraintes, mais aussi, vous l'avez très bien dit, des forces et des faiblesses, imaginer des projets qui permettent de parfois faire bouger les lignes, faire pousser ce mur, ce fameux mur que vous évoquiez. Donc je vous inviterai à aller aux différentes tables rondes qui auront lieu en salle Prudent tout à l'heure. Mais dernière question avant de passer à Marie-Zéve que j'ai posée à Anthony Poulain, je vais me faire le porte-parole du groupe ce matin. Nous avons entendu les associations, comme l'a dit Sylvie Vanlin, et nous avons eu un petit peu un échange sur les thématiques d'actualité. Et un mot qui est revenu, c'est ce souhait de simplifier les choses. Alors ça a été le cas pour accéder à, je dirais, des financements publics, mais un vrai désir finalement de simplifier les choses pour
faciliter l'interconnaissance du qui fait quoi. Et donc, l'ensemble des associations qui étaient représentées ce matin, on dit que voilà, une des clés de la réussite et l'enjeu aussi, c'est de simplifier. Qu'est-ce que ça vous amène comme réflexion et observation ? C'est un vaste débat. J'ai l'impression que depuis qu'il y a des politiques publiques, on parle de simplification. Et il est vrai que là, par exemple, vous avez en face de vous des élus qui ont différentes compétences et qui peuvent tantôt être avec une casquette CCAS, une casquette Grand Besançon, une casquette ville, savoir qui fait quoi en matière de mobilité lorsqu'il s'agit d'intervenir dans un trou sur la route ou de savoir comment on agit. Ça peut apparaître très complexe pour les acteurs. Mais en effet, à la fois la question de bien se connaître, et donc ces moments-là sont utiles pour permettre dans un domaine de bien se connaître, mais au-delà de ça, de réussir à identifier les bons interlocuteurs et de se mettre davantage dans les pas des usagers. Ça, je pense que c'est quelque chose d'essentiel et cette réflexion autour du parcours de vie des habitants dans notre ville me semble décisif. Là encore, on a beaucoup à s'améliorer, hein. Il faut être honnête, mais on garde cela en tête, permanent. À quel moment on répond à quoi ? Moi, on en a déjà parlé, c'est des pistes de réflexion. Il me semble qu'à un moment donné, lorsqu'on arrive et lorsqu'on fait un dossier, par exemple, d'inscription à la ville, quand on arrive à la cantine et qu'on fait un dossier, quand on veut inscrire ses enfants à la cantine et qu'on fait un dossier d'inscription, demain, il me semblerait très intéressant que lorsqu'on est dans un autre service public, nous n'ayons pas besoin de refaire un dossier d'inscription. C'est bien pour les agents, parce qu'ils n'ont pas à retraiter les mêmes informations, mais c'est surtout bien pour les habitants. Et je pense que quand j'ai dit ça, ça peut paraître une idée simple et pratique. En réalité, c'est très complexe dans nos systèmes d'organisation. Et c'est cela qu'il faut que nous intégrions davantage, mais je l'entends et j'espère qu'on apportera au maximum des réponses sur ce point. Merci pour ces éléments de réponse. Donc, nous allons passer à Marie Ziaf. Et alors, les mobilités sont au cœur de vos différentes délégations, qu'elles se soient à la ville ou au Grand Besançon. Et donc, j'ai une première question. Comment, finalement, pour vous, ces mobilités, les transports, par exemple, peuvent être facteurs du vivre ensemble ? Elles sont facteurs du vivre ensemble parce que la nécessité de se déplacer, elle est en direction de tout le monde. On a besoin de se déplacer pour aller travailler, comme l'a dit Madame la maire, pour faire ses courses, se soigner, visiter sa famille ou ses amis. Et en fait, on sait que c'est une nécessité du quotidien et certains en sont encore exclus. Et justement, à la direction des mobilités, on travaille pour qu'il y ait le moins d'exclusion possible et on travaille avec tous les acteurs. Alors, comme l'a dit ma collègue Sylvie Vanlin, on travaille beaucoup avec la CIA et les experts d'usage pour faire avancer les choses sur le Ginko Access. Dernièrement, on a fait avancer ça avec le Ginko Access, sur aussi toutes les modifications qu'il peut y avoir pour apporter des renseignements aux gens, les informer, la boutique mobilité Ginko qu'on a mis en place aussi récemment et qui est un vrai service où on retrouve toutes les mobilités pour permettre à chacun de se déplacer de la manière dont il le souhaite. Et puis aussi, on a comme des enjeux, comme l'a dit Anthony Poulain, des enjeux de développement durable. La loi climat et résilience qui nous impose quand même de réduire de 40% nos gaz à effet de serre d'ici 2030. Et 2030, c'est demain. Et puis les ambitions de la loi d'orientation des mobilités qui permet d'améliorer concrètement les déplacements du quotidien à tous les citoyens avec des transports plus faciles, plus propres et moins coûteux. Parce qu'effectivement, le transport, c'est coûteux en fait, surtout quand on a une voiture individuelle. Et c'est pour ça qu'à la direction des mobilités, on s'engage à développer d'autres modes de transport, les pistes cyclables sécurisées pour permettre à chacun de se déplacer en toute sécurité avec la promotion d'ateliers vélo aussi qu'on mène au sein des maisons de quartier et toutes les directions sont impliquées. Après, on travaille avec la direction Grands Travaux qui travaille régulièrement avec la direction des transports parce que lorsqu'on requalifie effectivement des chaussées et des rues, il ne faut pas dégrader le service du transport en commun parce que c'est utile pour tout le monde et chacun a pris l'habitude de se déplacer. Et en fait, quand on se déplace, effectivement, c'est là qu'on croise aussi beaucoup de monde. On développe aussi le covoiturage et c'est important que chacun puisse trouver un moyen de déplacement au moment où il le souhaite. Alors, Anthony Poulain, on a un petit peu parlé de la place de l'usager, des publics. Comment s'organise cette concertation avec les publics qui sont usagers des transports, voire des espaces publics de déplacement. Voilà, comment s'organise cela à l'échelle de la ville et du Grand Besançon ?
Alors c'est important d'organiser ça parce qu'on a bien vu que la concertation c'est important. Si on veut que les gens s'approprient effectivement les nouveaux espaces et acceptent ces nouveaux espaces et puis les utilisent, il faut vraiment qu'ils soient impliqués dès le début en fait. Donc on s'appuie aussi sur la mission des démocraties participatives qui nous accompagnent régulièrement lorsqu'on fait des nouveaux aménagements pour aller à la rencontre des citoyens, recueillir aussi leurs observations parce que lorsqu'on met en place des structures, il faut aussi qu'on ait le retour des citoyens, c'est les premiers usagers. En fait, des techniciens, ils apportent leur expertise de techniciens, mais derrière, on a tous les usagers qui sont là pour nous conseiller et nous apporter leur retour sur les aménagements. Et c'est avec eux qu'on travaille, en fait. Et je serais tenté de vous poser la même question tout à l'heure qu'Anthony en disant, Anthony Poulain, la question des transitions, qu'elles soient démographiques par rapport à un public plus âgé qui peut utiliser les transports en commun, la question aussi du numérique, des nouveaux outils qu'on peut utiliser en matière de transport et autres. Comment vous intégrez ces différents défis, bien sûr le défi climatique, dans l'ensemble de vos délégations? Alors ça, vous l'avez dit, effectivement, les nouveaux outils numériques sont hyper importants et on travaille beaucoup avec notre délégataire de transport pour pouvoir améliorer au quotidien, effectivement, l'usage du transport en commun. On l'a vu avec l'open payment, on l'a vu aussi avec toutes les informations numériques qu'on peut mettre en place aux stations de bus et en lien sur la plateforme numérique de notre délégataire, enfin du réseau Jinko. Et c'est important que les gens puissent s'approprier ça parce qu'on s'aperçoit effectivement que, en fait, des fois les gens manquent d'informations et en fait il faut à tout prix qu'on puisse leur faire passer l'information, la bonne information au moment où ils ont besoin de la trouver en fait. Et c'est vraiment la question et moi je compte vraiment sur ces tables rondes pour qu'on puisse avoir un retour et nous dire aussi, nous aider à avoir des clés pour faire passer l'information et que chacun puisse avoir la bonne information quand il souhaite se déplacer. Vous avez raison de le souligner, c'est une autre question qui est venue ce matin, au-delà du souhait de simplification avec les associations qu'on a réunies ce matin. Cette autre attente, c'était de mieux savoir le qui fait quoi, d'avoir accès à l'information pour pouvoir mieux orienter, puisque chacun à son niveau a un rôle à jouer bien entendu par rapport au public et par rapport aux usagers en question de mobilité. Merci pour ces réponses. Je dois dire, on arrive bientôt au terme de cette première table ronde. Me tourner vers Sylvie Vanlin pour conclure, en rappelant que l'ADN du CCS finalement, les valeurs qui portent le projet social du CCS sont celles de solidarité, d'innovation, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, et de proximité. Donc, une petite question peut-être en guise de conclusion, comment pour vous fait-on rimer mobilité et proximité ? Eh bien justement, c'est par notre maillage territorial des services. Pour tout ce que j'ai expliqué, c'est que nous sommes tout le temps proches, nous allons vers, nous accompagnons, les services se mettent à la disposition de nos publics par ce maillage territorial, c'est-à-dire qu'il y a, je crois, 13 structures qui sont maillées au niveau du CCAS, que ce soit le siège social qui est où il y a l'antenne sociale de quartier, l'espace France Service, toutes les enseignes sociales de quartier qu'il y a dans les différents quartiers. Donc nous allons vers les publics par ce maillage et nous remplissons justement cette mobilité avec cette réponse de solidarité. Et de proximité. Donc du coup, on va clore cette première table ronde. Alors, comme vous l'aurez compris, c'est pour être un petit peu le fil rouge, l'introduction aux autres tables rondes, qui, je rappelle, vont porter sur l'insertion sociale, sur les expériences de territoire en matière de mobilité solidaire, également de parler de lien social et autonomie en matière de mobilité et de parler de ville inclusive, bien entendu, et d'accessibilité. Alors, pour ce faire, la suite des tables rondes vont se dérouler en salle Proudhon, juste à côté. Entre ces différentes tables rondes et dès à présent vous aurez quelques instants, quelques minutes pour bien sûr aller voir l'ensemble de nos partenaires qui sont ici présents aux tables rondes, qui vont eux-mêmes aussi intervenir, présenter leurs projets, leurs expériences, et donc ça sera, je dirais, la dimension interactive de cet après-midi, ne pas hésiter à discuter, échanger sur leurs différents projets. Donc je vous invite à regagner, pour ceux qui le souhaitent, la salle Proudhon. Et je remercie infiniment nos 3 élus de s'être prêtés au jeu de cette table ronde. Et je crois qu'on peut les applaudir.